Il me revient de vous accueillir au niveau de ce local, au nom de la section communiste du 14e arrondissement. C'est la première fois, je crois, que nous avons une initiative le jour de la Journée mondiale du théâtre. Il y a déjà eu du théâtre dans ce local, mais ce n'était pas le jour de la Journée mondiale. Donc on est très content d'avoir cette occasion que cela se passe ici. Voilà, je pense que je voulais simplement vous dire bienvenue. Les trois fantômes du temps passé. Scène 1. Éclairée par une faible lumière blanche, le fond de la scène représente le jardin du paradis, peuplé d'anges, d'arbres, d'oiseaux, de papillons et de trois mannequins de Kafka, Nazim Hikmet et de Beckett. À qui appartient cette dernière citation? Jeune fille étudiante en doctorat au centre. Il m'a dit, dans un jardin, ou plutôt dans la cour. Oui, il m'a dit dans la cour. Qu'est-ce qu'il a dit pour le jour? Dimanche ou vendredi? Quel jour sommes-nous? Oui, il a dit dimanche dans la cour. C'est qui, il? Le plus difficile, c'est d'accéder à une connaissance de soi. Et aussi de décider de ce qu'on veut être. De ce qu'on veut faire dans ce monde qui engendre des problèmes existentiels qui mettent en question l'identité de soi. Des problèmes existentiels qui mettent en question l'identité de soi. J'ai l'impression de n'être qu'un personnage dessiné à la craie sur un tableau noir, qu'un rien suffirait à effacer. Si l'on se regarde suffisamment longtemps dans la glace, le soi devient soudain imperceptiblement autre. C'est là la définition même du concept freudien de l'inquiétante étrangeté. On a beau mener le combat, on n'arrive pas à être ce qu'on pense et ce qu'on veut être dans ce monde. Misérable. Et l'écrivain dont le domaine se limite au monde visible. À qui appartient cette citation? À l'écrivain autrichien Gustav Meyrink, l'écrivain du célèbre roman fantastique La nuit de Walpurgis. Pendant la Première Guerre mondiale, peu de temps avant le soulèvement qui éclate à Prague en 1917, des événements annonciateurs se produisent. Ah, je vois. La nuit où les fantômes se libèrent, le domaine du fantastique. C'est exact. Mes univers des récits se serviraient de décor à la confrontation du normal et de l'anormal. Comme l'univers de Grégoire Sansa. Disons, un parti pris de banalisation et de réalisme. Vous avez lu beaucoup d'histoires de revenants comme... En effet. Mais comment? Oui. Comment, n'est-ce pas? Eh bien, je sais beaucoup sur vous trois.
mais pas assez pour continuer. Elle a dit... Elle a dit comment? Je sais beaucoup sur vous trois, mais pas assez pour continuer. Mais nous sommes qui? Qui sommes-nous? Nous sommes qui? L'humanité. C'est ce que nous sommes. Vous me demandez qui vous êtes? Eh bien, vous êtes mes 3 fantômes du temps passé. Et j'ai rendez-vous avec vous. Et aujourd'hui, c'est dimanche. 3 fantômes. 3 fantômes du temps passé. 3 fantômes du temps passé. Vous avez la réponse. Mais pourquoi sommes-nous les fantômes du temps passé? Comme d'habitude, n'est-ce pas? Si je savais, je l'aurais dit. Je ne vous demande pas qui est Godot, je le connais. C'est-à-dire, je sais qui il n'est pas. À propos, de qui parlez-vous? Et de Godot. La tante. Godot. Qui est Godot? Si je savais, je l'aurais dit. C'est le personnage de la pièce de théâtre en 2 actes. En attendant Godot, de Samuel Beckett. Étrange étrangeté. Je n'ai jamais entendu parler de Samuel Beckett, ni de cette pièce, ni de Godot. Justement, il l'a écrite en 1948. Je ne vous entends pas. Je ne vous ai rien dit. C'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Ben, que vous n'ayez pas entendu parler de Godot. Ben, parce qu'il l'a écrite en 1948. Et alors? Ben, c'était que vous n'étiez pas de ce monde, aurait-il dû dire. Vous n'êtes plus de ce monde depuis 1924, depuis 101 ans, et vous n'aviez que 40 ans. C'est pas un peu brutal? La mort est toujours brutale. Mais où est-ce qu'il est? Dans le jardin du paradis. Que de jours passés, une fois de plus, dans le silence. C'est aujourd'hui le 28 mai. N'ai-je donc pas même l'énergie de me mettre chaque jour entre les mains ce porte-plume, ce morceau de bois? Ce dimanche 19 juillet 1910, j'ai dormi, je me suis réveillé. Misérable vie. Oui, celui que vous venez d'entendre. Eh bien, c'est Kafka, la voix la plus singulière de la littérature mondiale. Balayé par les 2 guerres mondiales, il quitta ce monde en 1924 à l'âge de 40 ans. Il se repose désormais au vieux cimetière juif de Prague. Savez-vous ce que fait l'être humain amputé de toute spontanéité, de toute dignité humaine? Voulez-vous que je vous donne la réponse? Eh bien, cet être humain se transforme en un personnage conditionné qui ne peut pas calculer ses réactions. Eh oui, qu'est-ce que vous croyez? Et puis,
Je connais les heures de Prague de Kafka. Dans Prague, tandis que blanchit l'aube, la neige tombe, mouillée d'un grand gris de plomb. Dans Prague, doucement s'éclaire le baroque, tourmenté, lointain. Dans ses dorures, une tristesse noircie. Sur le pont Charles, les statues sont les oiseaux d'une étoile morte. Dans Prague, le premier tramway quitte le dépôt. Les vitres éclairées, jaunes et chaudes, mais je sais qu'à l'intérieur, il fait un froid glacial. La laine du premier arrivé ne l'a pas encore échauffé. Dans Prague, Pépique boit son café au lait. Dans la cuisine blanche, la table de bois est toute propre. Dans Prague, tandis que blanchit l'aube, la neige tombe mouillée d'un gris de plomb. Dans Prague passe une voiture, une charrette attelée à un seul cheval, devant le cimetière juif. La charrette est chargée de la nostalgie d'une autre ville, et le charretier, c'est moi. Dans Prague, doucement, s'éclaire le baroque tourmenté, lointain. Dans ses dorures, une tristesse noircie. Dans Prague, au cimetière juif, la mort silencieuse, muette. Oh ma rose, oh ma rose, l'exil est pire que la mort. C'est Nazim Hikmet. Il a composé ce poème en 1956 à Prague, en souvenir de Kafka. Nazim Hikmet est parti en 1963 en glissant entre le Galet et la Dune. Il n'avait que 62 ans. Leur cadet que j'étais, je suis à présent plus âgé que mes deux aînés. Je suis ce cours de sable qui glisse entre le Galet et la Dune. La pluie d'été pleut sur ma vie, sur moi ma vie, qui me fuit, me poursuit, et finira le jour de son commencement. Cher instant, je te vois dans ce rideau de brume qui recule, où je n'aurai plus à fouler ces longs seuils mouvants, et vivrai le temps d'une porte qui s'ouvre et se referme. J'ai le bonheur de vous présenter mes trois fantômes du temps passé. Kafka, Nazim Hikmet et Samuel Beckett. Scène 4. Cafétéria de la faculté, une table dans un coin. Jeune fille est avec son directeur de thèse portant une écharpe jaune. Elle lui montre la chemise de carton bleu qui contient son travail. Je me demande ce que dirait Michel Pastoureau sur la couleur bleue de cette chemise de carton. J'ai du mal à vous suivre. De qui parlez-vous, monsieur? Enfin, Michel Pastoureau, le spécialiste symbolique de la symbolique des couleurs. Il dit que le bleu de l'époque romantique subsiste à travers certaines expressions, notamment
celle qui sert à désigner le bleu, à la fois en tant que forme musicale et état nostalgique ou mélancolique dans lequel peut se trouver une personne. Et vous, dans quel état vous trouvez-vous? Je vous trouve la mine angoissée. Angoissée. Comme vous le dites. J'éprouve de l'angoisse. J'ai du mal à me concentrer, à avancer. Au lieu de m'aider, vous parlez de la symbolique des couleurs. Vous disiez? Je disais que vous portez une écharpe jaune. Que dites-vous de cette couleur? Je ne dis rien. Bien entendu, mais Goethe dit que le jaune est une couleur agréable, douce, joyeuse, mais placée dans l'ombre, elle devient vite déplaisante. Et le moindre mélange la rend sale, triste, laide et de peu d'intérêt. Définir ce qu'est la couleur doit être difficile. Les couleurs font partie de notre vie quotidienne. Le jaune doit avoir une place importante quand je pense au miel que j'aime beaucoup et... Le soleil? Mensonge, folie. Le bleu, c'est la couleur préférée des Européennes. Le jaune, la couleur mal aimée. La couleur préférée de Van Gogh. Il a une obsession pour cette couleur. On dit qu'il buvait de la peinture jaune pour refléter avec ses pinceaux ce qu'elle provoquait en lui ou pour conserver un esprit joyeux. Finissons-en en disant que le jaune est la couleur de l'avenir. Comment nous le dire? Il me semble. À propos, votre thèse, où en êtes-vous? Enfin. Justement, je suis en début de 3e année de mon doctorat et tout flotte. C'est-à-dire? Je stagne. J'évolue très lentement, je veux dire. Oui, certains thésards veulent être suivis alors que d'autres préfèrent l'autonomie. Quant à vous? Quant à moi, j'ai besoin d'un soutien individualisé. J'ai besoin de votre soutien. Tandis que moi, je ne peux pas vous materner. Vous devez savoir, comme je vous ai déjà dit, vous devez vous améliorer et apprendre à être forte face aux critiques. Je vous trouve bien forte. Oui, vous pouvez avancer dans votre recherche tranquillement et l'aboutir, arriver à quelque chose de bien satisfaisant. Mais rien ne vous empêche de me dire ce qui vous tracasse. Vous y voilà. Ce qui me tracasse, eh bien, je vis dans mes rêves. Je suis dans mes rêves. Je rêve de mes 3 fantômes qui me harcèlent. Je n'arrive pas à me remettre à la rédaction de ma thèse, je veux dire. C'est l'intitulé de votre thèse qui vous pose un problème? Vous voulez dire esthétique et métaphysique de l'attente en relation avec le procès de Kafka, Ferhat et Shirin de Nazim Hikmet et En attendant Godot et de Beckett? Oui, bien sûr, c'est savamment élaboré, c'est bien formulé. Comme nous en avons parlé, il reflète l'essentiel de votre travail. Mais la rédaction... c'est un travail beaucoup plus complexe qui exige une bonne planification et plusieurs heures passées dans la bibliothèque de l'université. C'est intimidant. C'est intimidant surtout quand il s'agit de 3 grands noms comme Kafka, Nazim Hikmet et Beckett. Je vous l'accorde, ils sont grands. Le procès, par exemple. Ce roman reflète certaines thématiques développées par la philosophie existentialiste. L'attente de l'arrivée d'une figure transcendante qui ne vient pas donne une dimension métaphysique à la pièce de Beckett. Avez-vous trouvé ce qu'il vous faut sur Ferhat et Shirin de Nazim Hikmet? Oh, il n'y a pas autant de recherche, malheureusement. Sa poésie dépasse sa dramaturgie. Chez lui, enfin je veux dire dans Ferhat et Shirin, l'attente va au-delà de l'imagination de l'inconnaissable, de la prévision qui reflète l'image de l'avenir. Vous voulez dire une attente qui n'anticipe pas, mais qui laisse venir? C'est ce que je cherchais à formuler.
avec certaines étapes de base, et avec assez de courage, vous pouvez surmonter ou contourner les obstacles et rédiger une thèse réussie. Vous êtes apte à atteindre vos objectifs, j'en suis persuadé. Quant à Kafka, Nazim-Hikmet et Beckett, Et quant à mes 3 fantômes du temps passé, puisqu'ils sont à présent aussi vivants que nous, je leur parle nuit et jour. Plutôt, ce sont eux qui me parlent. Et par-dessus le marché, ils parlent entre eux, sans oublier leurs personnages. Ma chambre universitaire est bien peuplée. je vois. Laissez-les bavarder. Ils doivent avoir beaucoup de choses à se dire, à vous dire également. Comme quoi, par exemple? Ah, vous verrez. Vous me direz lors de notre prochaine rencontre. Il vous faut apprendre à attendre. L'homme ne peut pas attendre car L'attente appartient à la constitution même de son existence. Mais l'homme peut attendre dans l'espérance ou dans la désespérance. L'attente se fait espérance véritable quand l'homme croit, avec une confiance plus ou moins grande. Je manque de confiance, on dirait. À propos, je me suis procuré, comme vous venez de constater, l'attente et l'espérance de Len Entralgo Pedro et le désert des Tartares de Dino Buzzati. Ce récit allégorique de l'angoisse traduit mon angoisse. C'est un témoignage sur la condition humaine dont parlent les personnages de mes 3 fantômes. La thèse, ça se travaille. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Votre Beckett se sent beaucoup plus chez lui dans l'échec. Pas moi. Moi si. N'ayez pas peur de rater encore, rater mieux. Eh oui, encore et encore. Tant mal que pis encore, jusqu'au dégoût des deux. J'ai hâte de lire votre thèse. Scène 5. Dans le noir, tous les 3 à tour de rôle. Que voulez-vous de nous? Pourquoi nous inviter? Que voulez-vous de nous? Pourquoi nous inviter? Que voulez-vous de nous? Pourquoi nous inviter? Chambre de la cité universitaire dont on voit le bureau, derrière lequel est assise la jeune fille. Elle travaille à l'ordinateur. Le monde est un théâtre où chacun doit jouer son rôle. Le théâtre n'est pas un spectacle. Il est un corps en acte. Le théâtre n'est pas un spectacle. Il est un corps en acte. Le théâtre n'est pas un spectacle. Il est un corps en acte. La vie de l'homme se place entre sa naissance et sa mort. Elle n'est qu'une attente en tant qu'aspect essentiel et caractéristique de son existence. C'est dans cet acte de l'attente que l'homme expérimente le mouvement du temps. Il n'y a pas d'échappatoire aux heures et aux jours, pas plus qu'à demain, qu'à hier, parce que hier nous a déformés ou a été déformé par nous. Hier n'est pas une borne de pierre dépassée sur la route, mais un jour de pierre sur le sentier battu des années, faisant irrémédiablement partie de nous. Il est nous, pesant et dangereux. Nous ne sommes pas seulement plus fatigués à cause d'hier, nous sommes autres. Nous ne sommes plus ce que nous étions avant la calamité d'hier,
souligne Beckett. C'est bien son dit, analyse. mais que diriez-vous de notre existence d'ici? Est-ce une attente, encore une attente? C'est l'innommable. Le changement perpétuel dans la mobilité immobile. L'homme se trouve en face de l'impuissance de communiquer. Il cherche les nouvelles ressources au langage en tant qu'instrument de la pensée et de l'exploration de l'état de l'être. Il se met à la recherche de l'innommable. La solitude humaine, l'absence de communication règne dans le monde dévasté par la guerre. L'homme nécessite la présence de l'autre pour se prouver son existence. L'homme demeure l'opposant vis-à-vis du système actuel. Je ne défends aucune thèse. Ce qui m'intéresse, c'est la forme des idées. Franz Kafka, Nazim Hikmet, Samuel Beckett. 3 poètes retranchés dans leur propre univers. Chacun d'eux vient d'un autre chemin qui forme un labyrinthe compliqué. L'univers beckettien, univers imaginaire réel, se reconstruit ainsi par la pensée qui va au-delà de la pensée. C'est la pensée vision en tant que l'évolution de sa pensée. Elle a raison. Beckett pense le monde à partir de l'œil caméra. L'œil caméra de Grégor Samsa, se baignant dans la musique de sa sœur, pense le monde. Cette projection, via faculté de voir ce nouveau monde en imagination, nous projette dans le monde kafkaïen poétique qui n'est qu'une théâtralisation de sa pensée métaphysique. L'œil d'esprit de Nazim Hikmet va au-delà de la montagne de fer que Ferhat perce pour faire couler l'eau. Et il attend qu'elle coule. L'attente est vitale pour lui. Tant qu'il attend, dans le rêve ou debout, il est emporté par son petit ou grand espoir selon son exigence, selon sa passion. Il vit dans le présent tendu vers le futur. Attendre, c'est agir. Agir, c'est vivre. Pour moi aussi. Ah oui, agir c'est vivre. Pour moi aussi. C'est pas mal ce qu'elle dit, hein? Qu'est-ce que vous en dites, hein? C'est la mise à nu de notre existence. C'est inévitable. Quand on est aussi connu que vous, cela ne vous plaît-il pas? Cela me déplairait vivant. Cela plairait à Suzanne. Suzanne, c'est sa femme, qui est toujours présente pour lui, Beckett. Suzanne, c'est ma première lectrice. Elle fait tout pour vous, mais vous ne la remerciez même pas. C'est injuste. Vous croyez que Suzanne pense comme vous? Mes chers fantômes du temps passé, je vous laisse à vous connaître mieux. Je vais rencontrer mon directeur de thèse, alors à plus. Scène 6. Elle est partie sans me répondre. Elle se perd dans ses pensées flottantes. Je dois beaucoup à Suzanne. C'est vrai, mais Mais quoi? elle ne voulait pas qu'on parle d'elle. Oh, les femmes!
Je les ai tant aimées, tant. Mais nous avons vécu séparés. Nous avons, et nous savons d'ailleurs, tous deux, ma bien-aimée, que on nous a appris à avoir faim et froid, à crever de fatigue et à vivre séparés. La femme, ma source d'inspiration, à condition qu'elle reste à distance, entre déchirement intime et déchirement de la littérature. J'en ai aimé 4. Oh, vous, alors, vous le fameux rêveur insoumis, l'éternel fiancé. Vous renoncez par 2 fois. Est-ce bien cela? À épouser Félix, qui vous inspire votre le verdict. Vous demandez en mariage Julie, celle qui a le même prénom que votre mère. Malgré l'opposition de votre famille, cela aboutit à un échec. Et puis votre Milena, votre traductrice passionnée qui traduit votre œuvre en tchèque. Elle est mariée. Vous lui écrivez des lettres merveilleuses, mais vos mots magiques ont beau lui toucher le cœur, il demeure toujours incapable de la conquérir. Ce nouvel échec vous fait souffrir, d'où la souffrance de votre roman posthume, dit-on, Le Château. Bien qu'il soit inachevé, ce roman touche à sa perfection. Vous finissez avec Dora qui vous accompagne jusqu'à votre dernier souffle rendu en 1924. Vous m'intimidez, cher Beckett. Vous êtes le plus jeune de nous 3, mais vous avez une vie dense, riche d'événements, de rebondissements qui inspirent de nombreux chercheurs, dont certains comparent votre métamorphose à la tempête de Shakespeare. Ah bon? Le monde apparaît merveilleux pour certains, alors qu'il est plein de violence, de meurtres, de mensonges. Pour l'autre, parmi tant d'autres. Ne soyez pas modeste, chère mère. Vous êtes une figure mythique. Face à des mécanismes et des bizarreries administratifs. On fait référence à vos œuvres. À propos, j'aimerais bien revenir à vos 4 femmes qui vous ont donné ces chefs-d'œuvre en question. J'ai aimé toutes les 4. À ma manière, bien évidemment. Vous écrivez à Milena. L'amour, c'est que tu sois pour moi le couteau avec lequel je fouille en moi. C'était parce que vous étiez condamné au célibat à cause de votre vocation artistique qui était rivale de l'amour. Si vous le dites. Je n'y ai jamais pensé ainsi, je veux dire, j'étais jeune. Éternel fiancé que vous êtes. Que vous fûtes à présent l'éternel jeune. Et vous, poète turc exilé, voudriez-vous nous parler de votre vocation, de vos femmes? Oui, j'aime les femmes. Je les aime. Je les ai toutes aimées. Elles furent source de mes œuvres. Je suis tombé amoureux d'elles comme je suis amoureux de la liberté, de la paix,
de ma langue. Vous, Nazim Hikmet, l'un des premiers poètes de votre pays à écrire en vers libre. Vous, poète engagé de plusieurs années de prison. Vous, géant aux yeux bleus, en exil déchu de la nationalité, vous êtes soutenu par plusieurs intellectuels français de Paris. Vous y retrouvez vos amis qui font traduire vos poèmes. Et vous partez très bientôt, très tôt. Vous aussi, j'aurais aimé vous y avoir rencontré pour parler de la poésie. Et voulez-vous, c'est un dur métier que l'exil. Mon cher ami poète, vous me donnez une forte envie de clamer mon poème sur Paris. Oui, je vois que nous sommes tous les trois poètes, en exil, et qui aimaient Paris, qui aimons Paris, qui aiment Paris. Alors, c'est pour vous, mon poème, composé le 13 mai 1958. Pendant qu'il est encore temps, ma rose, avant que Paris ne soit brûlé et détruit, pendant qu'il est encore temps, ma rose, pendant que mon cœur est encore sur sa branche, me voici par une de ces nuits de mai s'appuyant contre un mur du quai Voltaire. Il me faut t'embrasser sur la bouche. Et puis, tournant vers Notre-Dame, nos visages, il faut contempler la rosace. Soudain, tu devras te serrer contre moi, ma rose, de peur, de surprise, de joie, et tu devras pleurer silencieusement. Les étoiles bruineront, très fines, se mêlant aux lignes de la pluie, pendant qu'il est encore temps, ma rose, avant que Paris ne soit brûlé et détruit. Et puisqu'il est encore temps, ma rose, pendant que mon cœur est encore sur sa branche, en cette nuit de mai sur les quais, il nous faut aller sous les saules, ma rose, sous les saules pleureurs, trempés. Je dois te dire les deux plus beaux mots de Paris, les plus beaux, ceux qui ne mentent pas. Puis en sifflotant, il me faut crever de bonheur, et nous devons croire aux hommes pendant qu'il est encore temps, ma rose, pendant qu'il est encore temps, ma rose, avant que Paris ne soit brûlé et détruit, pendant qu'il est encore temps, ma rose, peuple de Paris, ne laisse pas détruire Paris. Cher ami poète dramaturge, je viens de prendre connaissance de votre pièce de théâtre, d'une histoire d'amour de légende. J'aimerais vous entendre nous en parler. Vous voulez dire Ferrat et Chirine, pièce que j'ai écrite en prison, oui. Oui, oui. Si vous en avez envie, bien entendu. C'est l'histoire d'amour, de légende de Chirine et Ferrat. Il s'agit de l'alimentation en eau de la ville d'Amasya, ville du nord de la Turquie, construite dans une vallée de montagne. Le jeune homme ne se laisse pas décourager par l'ampleur de cette tâche pénible qui lui prendra des années interminables d'attente. Une œuvre à vocation sociale et solidaire. Une œuvre de l'enfermement dans une attente interminable. Moi en prison, Ferrat dans une grotte, et votre Joseph K. derrière les portes. Je parlais de l'adaptation de mon roman Der Prozess. Il s'agit du film germano-franco-italien réalisé par Orson Welles qui est sorti en 1962, mon cher Sorti Beckett. en 1962. Oui, mon cher Beckett. L'art est comme la prière, une main tendue dans l'obscurité, qui veut saisir une part de grâce pour se muer en une main qui donne. Tes mots
rayonnants, des mots de lumière avec un rythme, une musique. Voilà ce qu'est la poésie. Je ne sais pas où je suis, je ne le saurai jamais. Dans le silence, on ne peut savoir. On doit juste avancer. On doit vivre comme un arbre, seul et libre. Vivre entre frères, comme les arbres d'une forêt. Quand j'ai atteint 30 ans, on a voulu me pendre. À ma 48e année, on a voulu me donner le prix mondial de la paix, on me l'a donné. Au cours de ma 36e année, j'ai parcouru en 6 mois 4 mètres carrés de béton. Dans ma 59e année, j'ai volé de Prague à la Havane en 18 heures. 18 heures. Scène 7. Jeune fille et son directeur de thèse. Je vous écoute. Alors, c'est une pièce de théâtre en 3 actes, écrite en prison en 1948. Poète dramaturge, Nazim Hikmet s'inspire d'une histoire d'amour de légende. Nakas Ferhat, peintre décorateur, tombe amoureux de la princesse Shirin et lui demande sa main. Celle-ci l'accepte, à condition que Ferhat fournisse à sa ville d'Amasya de l'eau à partir d'une vallée lointaine. Ferhat s'engage dans une activité corporelle en attendant que l'eau coule vers la ville et qu'il retrouve Shirin, sa bien-aimée. Désirant transformer la nature en se servant de sa connaissance, de sa passion et de son dévouement révolutionnaire, Ferhat n'existe que sur le mode de l'attente, dans laquelle perdure sa présence pour le futur. Chez Nazim Hikmet, l'attente devient une habitude. Ainsi devient Ferhat porte-parole de son créateur, tout comme Zarathustra qui se réfugie dans les montagnes afin de méditer, et qui devient porte-parole de la philosophie de Nietzsche. Vous aimez bien Nietzsche. Hein? Je vous lirai, si vous voulez bien, un petit fragment de Ferhat et Shirin. Je veux bien, mais n'oubliez pas de me passer votre traduction. Scène 8. Ferhat. Cela fait 4 mois que tu ne travailles pas. Je n'arrive pas à travailler. Depuis ce jour-là, je prends mon pinceau à la main, je dessine la tulipe et je constate que la tulipe que je dessine n'est pas à ta hauteur. Je la rature. Avec toutes ces lumières, avec toutes ces couleurs, ces bonheurs, ces malheurs, ces espoirs. Il me faut mettre le monde, je veux dire toi, Shirin, dans une seule tulipe. Et si je ne peux pas t'y mettre, c'est le déshonneur à la peinture de fresque. Alors, cela veut dire que je ne te manque pas éperdument. À moi? Oui, à toi.
Si je t'avais éperdument manqué, tu arriverais à me mettre dans ta tulipe. Tu sais, Chérine, tu sais comment on dessine une tulipe? C'est exactement comme si on écrit des poèmes, comme si on composait des chansons, comme si on construisait un édifice. Alors on bat le fer, on cultive la terre. Ce que je veux dire par là, c'est que dessiner une tulipe a un style, une structure, des règles, des mesures. Mais qu'en moins, la douleur causée par ton absence n'a pas de mesure, pas de structure, pas de limite. Elle est sans limite, sans frontières. Menteur ou sensé est le peintre qui dit « Moi je suis arrivé à mettre ma bien-aimée dans ma tulipe ». S'il n'a pas mal exécuté sa science, il dit le contraire. La vérité qu'elle est connue. Ou bien son amour est assez mesuré pour pouvoir être introduit dans sa science. Nous ne sommes capables d'en mettre qu'un millième dans la tulipe. Rien qu'un millième. L'une moitié de la pomme, c'est toi. Et l'autre moitié, c'est moi. Pourquoi es-tu toujours debout? Alors laisse-moi te regarder de face. Pourquoi pas de près? Serais-je moins belle de près? Toi, chérie, tu es toujours et partout aussi belle, de près que de loin. Comme la langue que tu parles. Tu es belle. Comme la langue turque. Ne veux-tu pas te mettre près de moi? Comme si on se mettait sur le gazon, à genoux, genou à genou, face à face. Tu es belle comme la langue turque. Scène 13. Quelle époque sombre nous avons vécu. Tout semblait être plongé dans le chaos et la confusion. Oui. Le monde semblait et semble encore, j'imagine, être un endroit étrange et absurde. Il est difficile de trouver un sens à tout cela. Mais nous ne devons pas abandonner l'espoir. Nous devons continuer à écrire, à créer, à lutter pour un monde meilleur. Un monde meilleur, dites-vous? Est-ce possible? Peut-être pas dans notre temps, mais peut-être dans un avenir lointain. Mais nous devons avoir foi en l'avenir. Nous devons en croire la capacité de l'homme à changer les choses pour le mieux. Et que dire de l'aliénation et de l'oppression bureaucratique?
Les labyrinthes de la société moderne où les individus se sentent écrasés par des forces impersonnelles et incompréhensibles. Je vais être court et je dirais encore l'espoir et la résilience face à l'adversaire. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous dire de l'angoisse, de l'attente, du désespoir face à la condition humaine et du non-sens de la vie? Mais comptons sur la capacité de l'homme à trouver la beauté et la force dans les moments les plus sombres, à lutter pour la justice et à croire en un avenir meilleur malgré les obstacles. Ce n'est pas si facile que ça. Nous ne sommes pas pas arrivés arrivés à détourner ces obstacles. ces obstacles. Vous non plus, d'ailleurs. Jeune fille s'assied à une table couverte de livres sur Beckett, Kafka et Nazim Hikmet. Pourquoi Beckett? Pourquoi Kafka? Pourquoi Nazim Hikmet? Quel lien obscur me pousse à explorer leur monde d'attente interminable? Nous sommes les miroirs de tes propres tourments, les reflets de tes angoisses les plus profondes. Tu nous as choisis parce que nous sommes les voix de l'aliénation et de l'oppression, les témoins silencieux des méandres de l'âme humaine. Je me sens comme une âme errante dans votre monde de mots. Oui, c'est cela. Je vais écrire sur vous Kafka, Nazim Hikmet et Beckett. Je vais révéler votre vérité au monde. Votre vérité intemporelle et universelle. Et dans cette vérité, tu trouveras la clé pour déverrouiller les portes de l'avenir, pour éclairer les chemins obscurs de l'humanité. Nous sommes les prophètes de la désolation, mais aussi les architectes de l'espoir. Alors c'est cela. Vous êtes les messagers d'un nouveau monde, les visionnaires d'une ère d'incertitude et de changement. Vous avez tant à offrir au regard du XXIe siècle, une vision nouvelle et tant à enseigner sur la résilience et la délivrance. Kafka et moi sommes les deux faces d'une même médaille. Les deux pôles d'un même désespoir. Dans nos mondes de cauchemars, tu trouveras la vérité sur la condition humaine. La vérité que le XXIe siècle refuse souvent de regarder en face. Nous sommes les gardiens des abysses, les explorateurs du néant. Tu nous as choisis parce que nous incarnons l'essence même de l'absurdité humaine. La quête sans fin de sens dans un monde dénué de toute signification. Mais quel est le lien entre vous trois? L'attente. 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 Scène 18. Parfois,
Je me demande ce que devient notre monde. Et la lutte pour la liberté, la justice sociale, est-ce qu'elles ont abouti à quelque chose de concret? Et les poètes, qu'est-ce qu'ils deviennent, les poètes? Et l'existence humaine? Si on nous invitait à retourner dans le monde des vivants, oui, dans le monde, aujourd'hui, 27 mars 2025, 21h. Retourner. Est-ce que notre monde a changé au point de devenir méconnaissable? Aucune idée. La lutte continue, ça j'en suis sûr. Et je me demande quelle image de conditions humaines révèlent nos œuvres. Les relations, la communication, l'inquiétude, l'attente, le pessimisme et bien entendu un grain d'espoir, un gris entre noir et blanc. C'est toujours si complexe. Rien n'a changé depuis 100 ans, sauf la forme. Peut-être que mes écrits seraient plus pertinents que jamais. C'est vrai, c'est vrai. C'est le centenaire de votre disparition du monde, de notre disparition du monde des vivants. Les gens sont toujours opprimés, les inégalités persistent, les poètes continuent de chanter pour la liberté, oui. Ma voix peut encore résonner. Mais je veux retourner pour continuer la lutte. Si je voudrais y retourner, pourquoi pas? Toujours échouer, échouer, encore échouer, échouer mieux. J'en ferai peut-être encore mieux. J'accepte de retourner. Peut-être que je trouverai enfin la conclusion de mes procès. Mais la lutte continue. Et je voudrais tant y participer. Retourner ou rester? Quelle différence? Allons-y. 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 Tandis que disparaissent les ombres de Kafka, Nazim Hikmet, Beckett, il reste l'écho de leurs mots, nous rappelant que même dans l'obscurité la plus profonde, l'esprit humain cherche encore et encore la lumière de la vérité. Mes trois fantômes, la jeune fille et son directeur de thèse, et notre musicien, et merci à vous. Vous avez bien honoré cette soirée, qui est pour nous très importante. Pourquoi? Parce que c'est le 27 mars, Journée mondiale du théâtre. Qu'est-ce que la Journée mondiale du théâtre? Dans les années 1948, Institut international du théâtre se crée, et après 61, ils se réunissent à Vienne. Donc ils décident de créer Journée internationale du théâtre.
Et donc, ça se fête le 27 mars. Et qu'est-ce que cette journée? Il y a des objectifs, il y a beaucoup de choses, mais de toute manière, c'est pour réunir, être ensemble avec les cultures, avec les langues. Ma pièce de théâtre, comme vous venez de constater, c'est pas encore fini. Il y a plusieurs scènes, donc on a pris pour donner avant-goût du théâtre. C'est la retrouvaille des langues, des cultures. Donc 3 fantômes qui décident de revenir sur le monde parce que le monde va mal. C'est ça que j'ai voulu vous montrer. Surtout la Turquie va très mal. Donc voilà. Le premier message pour cette journée qui a comme objectif encourager les échanges internationaux dans le domaine de la connaissance et de la pratique des arts de la scène. Stimuler la création et élargir la coopération entre les gens de théâtre. Sensibiliser l'opinion publique à la prise en considération de la création artistique dans le domaine du développement. Profiter de la forme artistique pour son propre bien. Partager avec les peuples la vision de l'art et de la façon dont il peut contribuer à la compréhension et à la paix entre les peuples. Le premier message vient de Jean Cocteau. Alors, il dit, je vais prendre certains petits fragments. 1962, il dit ainsi, « Il arrive par privilège théâtral ce paradoxe que l'histoire qui se déforme à la longue et que le mythe qui, à la longue, se fortifie, trouve leur véritable réalité sur les planches. La véritable admiration n'est pas celle qui s'exprime par une rencontre d'idées communes. Elle est au contraire le partage d'idées qui ne sont pas les nôtres au point de nous laisser entendre que nous pourrions en être l'auteur. C'est donc une forme de l'amour. Car dans l'amour, les antagonismes s'épuisent. Des troupes du monde entier parviennent à charmer avec leur répertoire des publics qu'on s'imaginait incapables d'oublier leur propre idiome et leur propre intrigue pour s'intéresser à ceux des autres. La Journée mondiale du théâtre marquera l'événement de ces noces profondes où le singulier et le pluriel, l'objectif et le subjectif, le conscient et l'inconscient présentent les monstres prestigieux qui en résultent. Nietzsche disait « Les idées qui changent la face du monde viennent sur des pattes de colombe. » Et moi je dirais, comme on disait pour nos rois, si le théâtre est mort, vive le théâtre. Et Brecht qui disait, après le théâtre, c'est la philosophie. Et notre cher Shakespeare qui disait, le monde entier est une scène et tous les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. Ils ont leur entrée et leur sortie. Et un homme à son époque joue de nombreux rôles, ses actes étant cet âge. Maintenant, je vais inviter Doğan et Céline. Nous venons de recevoir avec Serpil Ekin un message de Turquie pour le théâtre, la journée du théâtre. Donc, on va lire le turc et en français, c'est très court. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je me permettrai de vous dire que on a évoqué que la langue turque est une belle langue. Comme toutes les langues. C'est Nazım Hikmet qui disait, c'est pas moi. Voilà, n'est-ce pas? Donc, j'essaie de vous lire en turc de ma part et ma femme donc prendra sa part de vous transmettre de la part de Das Istanbul, donc qui nous envoie un message aujourd'hui.
pour la journée du théâtre. Tiyatro sadece bir oyun alanı değil, bir yüzleşme, bir hatırlama ve ortak duygularımızın yeniden inşa alanıdır. Bizler toplumsal sorumluluğumuzun farkında olarak yaşadığımız zamanın tanığı olmaya devam ediyoruz. Her gün hep birlikte daha adil, daha özgür bir dünya kurmaya olan inancımızla ışıkları açıyoruz. Bugün yalnızca Dünya Tiyatro Günü'nü değil, birlikte büyüttüğümüz hayalleri ve mücadeleleri de kutluyoruz. Daha aydınlık bir geleceği hep birlikte kuracağımız inancıyla Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Ce très joli texte, de Das d'Istanbul qui a été traduit par notre adorable ami Serpil Ekin de l'Internet. Le théâtre ne se limite pas à être un lieu de divertissement. Il est également un espace où l'on confronte, on évoque et on reconstruit les émotions partagées. Ayant conscience de notre responsabilité sociale, nous demeurons des observateurs de l'époque dans laquelle nous avançons. Nous mettons en marche les lumières chaque jour, animés par notre aspiration à bâtir ensemble un monde plus juste et plus libre. Nous célébrons non seulement la journée internationale du théâtre aujourd'hui, mais aussi les combats et les rêves que nous échangeons collectivement. Joyeuse journée mondiale du théâtre avec la conviction que nous construirons ensemble un avenir plus radieux. Merci. On avait dit débat, mais on va pas prendre beaucoup de temps, mais quand même, vous avez sur l'invitation Bruno Rosas, Catherine Jarret, Philippe Tancelin, Bernard Benec, Kafka, Willy, allez, Lili et Christine Chardonnier. Donc, et nous avons Hassan Erkek de Turquie, professeur du théâtre, et Panet. Alors, ce sont des gens, comme tout le monde bien sûr, des gens de spectacle et des arts de spectacle. Voilà, Panet. Alors, vous pouvez vous asseoir ici, chers amis. J'aurais une petite question à vous demander. Panet, tu ne veux pas? Oui, mais tu l'as? Oui, d'accord, d'accord. Bon, alors, je vais commencer, Hassan. Bon, alors. Donc, Philippe, si c'était toi, chaque année on choisit une personne pour le message. Si c'était à toi ce devoir, qu'est-ce que tu aurais dit comme message, qu'est-ce que tu donnerais pour la journée internationale du théâtre? Ce soir, en cette journée anniversaire de la journée internationale du théâtre, je ne peux pas m'empêcher de penser aux camarades du théâtre de Jenin en Palestine, qui a été détruit, dont le directeur et le sous-directeur sont actuellement en prison dans les prisons d'Israël, et que le reste de la troupe errante au milieu des ruines, voilà, et dans le théâtre de la vie, immergé dans le théâtre de la guerre. Que dire d'autre? Je ne peux pas avoir d'autres pensées ce soir qu'à leur endroit. Catherine, toi tu es poète, peintre, médecin en même temps, Non, mais médecin, et après comédienne, elle a déjà fait plusieurs films, et j'aime bien ce comme que vous vient, avez vu, donc voilà. j'aime bien ce que vient de dire Philippe, mais je dirais que oui, absolument.
Et puis aussi à tous les gens qui souffrent. Enfin, je veux dire, moi je suis... je veux dire que pas que la Palestine, oui, c'est terrible, mais aussi à tous les souffrants, à tous les malheureux. Et je pense aussi que le théâtre, c'est quelque chose qui peut-être permet, parce que le théâtre, on peut le faire dans la rue, on peut le faire n'importe où, on peut le faire là, on peut le faire ailleurs, on peut même jouer dans la rue, mais que ça peut aider à tenir, à subsister, continuer et croire. Voilà ce que je peux dire. Je suis pas très douée pour la Pas de message, mais... Bon, mais comme tu veux, alors, qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui pour comme nous célébrons la journée mondiale du théâtre, qu'est-ce que tu aimerais dire? Merci. En fait, Sylvie, elle m'a invité pour un débat et j'ai préparé quelques mots sur 3 d'autres fantômes de théâtre, 3 objets en fait. Comme vous savez bien, jusqu'à 19e siècle, le théâtre, la mission de théâtre, c'est plutôt réflexion de la vie. Alors, miroir représente la fonction de théâtre, la mission de théâtre jusqu'à 19e siècle. En fait, ça vient de Shakespeare. Comme vous savez bien, dans la pièce Hamlet, Hamlet, il conseille aux comédiens, il dit le théâtre doit être un miroir. Alors, miroir, c'est un objet qui représente le théâtre 19e siècle, comme Ibsen, Tchekhov, Strindberg. Et après, mais c'est un théâtre critique social, plutôt. Et après, Bertolt Brecht, les Français disent Brecht, il dit non, la mission de théâtre n'est pas un miroir, c'est plutôt un dynamo qui transforme le monde pour créer un meilleur monde. Et pour lui, c'est le théâtre réaliste, socialiste en fait. Alors comme vous savez bien, Marx, il dit la même chose. Il dit, les philosophes jusqu'à maintenant, plutôt, ils ont interprété le monde, mais il faut transformer le monde. Alors le théâtre épique, le théâtre Brecht, c'est un théâtre transformation du monde. Et la troisième, c'est prisme. C'est un prisme, le théâtre de l'absurde, comme Beckett. Et le prisme de lumière analyse les couleurs de lumière. Et le prisme pour le théâtre absurde, c'est un analyseur de la réalité pour comprendre mieux. Je crois que vous connaissez bien la pièce de Peter Weiss, Marat-Sade. C'est sur Jean-Paul Marat et Marquis de Sade. C'est comme Beckett et Brecht, en fait, 2 grands piliers du XXe siècle. Brecht, c'est plutôt sur la vie sociale et Beckett, c'est plutôt pour la vie individuelle. Mais ils se complètent pour moi, tous les deux. Voilà. Dans la pièce de Peter Weiss, Marat et Marquis de Sade, ils représentent le côté de social et le côté de individuel. Voilà ce que je veux dire. Ça, c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup. Bernard, qu'est-ce que tu veux dire? Que je veux dire par rapport au théâtre, Oui, peu de donc choses. il a beaucoup fait, il a fait du théâtre sur les scènes de Paris. Pour moi, le théâtre, c'est un rêve de mon enfance en fait. Je construisais des petits théâtres avec des
des bois et des planches chez mes parents, et mes petits camarades venaient et je leur donnais des ordres pour faire je ne sais quoi, mais il se passait quelque chose quand même, puisqu'ils étaient là et ils regardaient. Et je pense que j'étais en rapport avec le fond de ce que c'est que le théâtre, c'est-à-dire la fonction même du théâtre, qui est un jeu en particulier tourné vers la liberté, une liberté beaucoup plus grande, éclatée, puisque tout est permis dans le théâtre, puisque c'est fictif. Il n'y a pas, on est passé par des étapes parfois avec du sang et qui tombait du ciel à Nancy ou des choses comme ça, peu importe ce que je dis, mais le théâtre, c'est une affirmation que l'homme peut respirer, peut être libre et peut garder, malgré tous les crimes qui s'y passent, un fond humain. Et le théâtre, c'est quand même il préserve cette liberté de la parole, du geste et de l'univers humain, de la pensée, et de l'ordre qui est l'ordre de l'humain et non de l'ordre des objets le monde dans lequel nous sommes plongés, vers lequel nous courons, nous nous laissons piéger, nous nous laissons piéger par ce monde des objets. Et c'est pas fini, mais ça galope. Et Guantánamo, par exemple, Trump, il va être 30 000 prisonniers là, mais un peu partout, ça se referme. Et le théâtre, c'est ce qui peut encore faire éclater la coquille de noix de ces dictates qui viennent de partout et qui broient l'humain. Moi, je suis atterré en voyant ça. Dans mes vieux jours, j'avais rêvé d'un monde de beaucoup plus de liberté, de partage, et surtout d'épaisseur, parce que maintenant avec les images, avec tout ce qui est, j'ai rien contre les images, mais je veux dire qu'il y a beaucoup trop d'images. Il y a des images de tout et de n'importe quoi. Même sur le mobile, je l'ai malencontreusement jeté dans le feu. Chez moi, mon mobile, je ne l'ai pas fait vraiment exprès, je crois pas, mais il y avait des bulles, tout ça, et je me suis dit, je l'ai mis devant ma barrière à la campagne, et puis le voisin l'a ramassé, il l'a mis sur ma boîte aux lettres, c'est pas forcément bien, mais il faut quand même garder cette ouverture de l'esprit, cette respiration, qui est celle de l'écriture, qui est celle de la construction de l'imaginaire, et ne pas se laisser piéger, prendre et couper en dés par tous les systèmes qui s'organisent dans la société au niveau de la répression et de l'ordre. Voilà. Alors, on y va, de toute façon on est foutu, mais on peut peut-être conserver l'humain quelque part, et je crois qu'une scène de théâtre, c'est ce qui conservera longtemps l'humain, parce que c'est le rituel de l'origine de l'homme. C'est ce rituel qui sans arrêt répété. Et c'est ça qui vaut la peine. Voilà. On comptait comme ça, mais... Je dirais que, oui, théâtre, je pense à l'étymologie du mot, ça vient du grec théatron, évidemment, qui veut dire le lieu où l'on regarde. Et je trouve ça très important parce que vous êtes des spectateurs, nous sommes des acteurs, nous nous regardons les uns les autres, et en nous regardant, vous parliez de miroir tout à l'heure, eh bien c'est la vie profonde en nous-mêmes qui fait notre humanité, qui se regarde. Et je trouve que, comme le disait Laurent Terzieff quand il a reçu un César d'honneur, il dit le théâtre ne reproduit pas les choses. Ce n'est pas une représentation, c'est une présentation. Le théâtre ne fabrique pas, il existe parce qu'il y a des personnes qui regardent et d'autres qui jouent et qui en même temps regardent, et dans ce regard, cet échange, c'est le monde qui se regarde en fait. Voilà ce que je dis. Non, mais ce qui compte pour moi, c'est que c'est vivant et qu'on fait ensemble. Et j'avais envie de parler de Dan Villemar, parce que moi, si je suis là, parce que voilà, il y a des gens qui travaillent avec eux, et que c'est ouais, que ça soit multiple. Pour moi, la musique, c'est écouter, écouter et écouter. Il n'y a que ça, et je pense que si on écoute,
le monde changera. Et l'avantage de la musique, c'est que c'est pas des mots, mais tous les sons peuvent se mélanger et que ça fait une musique. J'ai une expérience avec toi, Sylvie, c'était à la mairie du 14e, où tu disais des poèmes en turc. Et moi, il se passait un truc, c'est que je jouais pas comme d'habitude. C'est comme si je parlais turc avec ma flûte. Et c'est une expérience que j'ai vraiment gardée. Et pour moi, c'est ça, des rencontres, et c'est que ça soit vivant, et que ça bouge. Enfin, je me rappelle de ça, voilà, Scarlett est là, de danser ensemble, de bouger ensemble. Et le fait de bouger, ça fait bouger l'énergie, ça fait bouger les choses. Et moi, c'est vraiment ça qui me parle, que ça soit vivant. Voilà. Alors, Lily. Camille. Il y a quelqu'un après moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un après moi qui doit parler? Il se cache. Non, je ne me cache pas, mais est-ce qu'il y a quelqu'un après moi qui doit parler? Alors, Fanette, voilà. de Living Théâtre, de Paris 8. Non, je ne suis pas le Living Théâtre, je suis Fanette. Mon maître était Albert Vander, un élève de Charles Dullin, une vieille tradition du théâtre. Et j'ai été exceptionnellement au Living traduire un livre de Beck. Mais justement, je voulais intervenir sur la question de l'absence, justement. Parce qu'il se trouve qu'hier, nous sommes revenus un peu sur The Connection, qui est une pièce du Living où il parle où disons, les acteurs ont appris à créer l'absence, et où de la création de cette absence est né et s'est retrouvé chez eux, les acteurs à ce moment-là, c'est en 1960, la question de l'acteur du moi. Et ce soir, j'ai repensé beaucoup à ça, parce qu'on a entendu plusieurs fois dans le dialogue qui sont échangés entre ces différents personnages. D'ailleurs, c'est une très belle idée de pièce, hein, je t'encourage à la continuer. Et donc, voilà, on a entendu ça, la question de l'absence. Et c'était très clair chez les trois comédiens que j'adore. C'est des garçons avec qui j'ai travaillé autrefois et ça me fait plaisir de les voir ce soir. Alors, ils étaient surtout très bien quand ils étaient de dos. Et ça a l'air bizarre, c'est pas pour... au contraire, je veux dire... je ne sais pas qui a décidé, mais c'est une très belle mise en scène de ça. Je veux dire, la présence des dos veut dire que les acteurs sont présents, sont fondamentalement présents. C'est ce qu'il y avait de plus présent. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très fort, ces trois personnages de dos. Après, il y a eu au début du travail quelque chose de très ambigu, comme si on attendait trop et qu'il fallait rentrer. Et c'est ça la question existentielle de l'absence. Il fallait tenir l'absence. Les gens ne supportent pas l'absence parce qu'ils ne supportent pas le malheur, ils ont peur que quelque chose arrive, ils ne supportent pas. D'où un langage mais hystérique. Mais il faut continuer, il faut y aller, il faut faire ça maintenant. Et on est à côté du langage de la présence. Et c'est la même chose pour ce moment qui était beau aussi entre... Après, je vais vous foutre la paix parce que j'ai l'air de faire la critique de la pièce. Mais ce moment qui est beau entre les deux derniers personnages, entre... voilà, les deux personnages qui restent en suspension dans le temps avec la musique, qui est magnifique comme toujours. Et donc, dans cette suspension, c'est le plus difficile. On a envie de dire, mais ne retenez rien, tout passe, tout passe. Ne figez rien. Il ne faut pas figer. Il y a quelque chose qu'on étudiait beaucoup dans les exercices de travail au théâtre, c'est les tableaux vivants. Tout d'un coup, voilà, tout est vivant, la vie est là, et tout d'un coup on dit stop, arrêtez. Mais arrêter n'est pas figé. Arrêter, c'est laisser passer le silence de ce qui se passe. Qui est spécialiste de Beckett, mais je lui ai un peu piqué Beckett. Beckett adore beaucoup de voir les gens de dos, comme tu dis, Fanette. Beckett, c'est ça. Il y a quelqu'un, il y a un homme qui regarde la mer. On voit son chapeau, mais on ne voit pas son visage. Donc, c'est Appilekin qui m'avait donné l'idée, mais c'est nos comédiens qui ont fait la mise en espace, mise en scène, c'est à eux, donc l'honneur. Willy, pourquoi tu n'as pas envie de parler?
Si. Parce que j'ai faim. Vas-y. Ah, mais c'est parce que j'ai faim, c'est tout. Ah, tu as faim. Écoutez, c'est pareil. on a des choses à manger, mais d'abord j'aimerais dire une chose. Donc merci d'être ici, de votre présence qui me touche le cœur. Et donc on a honoré deuxième fois ma pièce de théâtre Les Trois Fantômes du temps passé. Donc j'aimerais dire une petite chose d'où ça vient. Et donc j'étais étudiante, l'étudiante c'est moi. Et donc c'était mon sujet de doctorat en philosophie. Et donc j'avais choisi 3 personnages, mais c'était tellement difficile. Et donc j'avais même demandé à notre cher ami écrivain, romancier, Nedim Gürsel, qui est un grand spécialiste de Nazım Hikmet. Il est avec nous, donc vous connaissez, je crois, il a beaucoup écrit. La langue turque, il l'utilise beaucoup. Il fait en 2 langues. Il écrit d'abord en turc et après il est traduit en français. Et donc voilà, bon, merci d'être ici, ça me plaît beaucoup. Et donc merci à vous. Si vous avez des questions, avant de vous diriger vers le buffet pour manger et boire, donc on a du vin, on a des choses à manger. Je crois que c'est Hassan Elke qui nous a apporté du pain, c'est ça? Donc l'autre jour, à l'Harmattan, on a fait le lancement de ces pièces de théâtre et il avait écrit pour enfants. Et donc, il avait apporté du pain qui était très très bien. C'était pas aussi bien mieux que les pièces, mais quand même. Hassan Elke a dirigé à Eskişehir le théâtre. Donc, alors, ce soir, nous avons réuni. Ma spécialité, c'est réunir les gens. C'est faire quelque chose ensemble. C'est ça. On fait toujours des choses ensemble. Et on a fait avec vous, avec votre regard que j'ai senti. Donc, merci, vous avez encore valorisé, c'est ce que j'ai écrit. Voilà, si vous n'avez pas de questions, nous pouvons, en allumant, et merci, attendez, on va applaudir Paul Roussier qui nous a accueillis.